On peut penser à David Reed qui a considéré les éléments psychologiques et sociaux dans la réponse sexuelle des hommes et des femmes. Donc à ce moment-là, on avait le désir, l'excitation, le plateau, l'orgasme, la résolution. Et puis lui, il considère d'autres facteurs un petit peu externes comme les sensations et puis la séduction. Bonjour, alors on a décidé de vous parler de la réponse sexuelle. C'est quelque chose qu'on a déjà mentionné à quelques reprises dans nos anciennes capsules, mais on s'est dit pourquoi ne pas regarder un petit peu plus, la décortiquer, puis voir ensemble là, certaines idées préconçues pour chacune des étapes. Alors la première phase, c'est le désir. Le désir, c'est tout simplement mon envie d'avoir une relation sexuelle ou des contacts sexuels. À ce niveau-là, une idée qu'on entend souvent, c'est par exemple, si je vais prendre l'exemple d'une femme qui perçoit que son ou sa partenaire a du désir. Donc, elle voit dans le regard de l'autre ce regard désirant pour elle. Et parfois, ce que ça va créer, c'est plutôt de dire, ben, oh, je vois son regard, c'est menaçant, je me sens objectivée. Donc, je deviens tout d'un coup l'objet du désir, puis parfois, ça me tente pas. Oui, exact. J'ai pas envie. Ou encore, parfois, c'est de dire, ben moi, je ne suis pas une femme comme ça. Ouais. C'est pas une position, un rôle que j'ai envie de jouer. Et là, on va plutôt venir bloquer notre propre désir et donc ne pas répondre à celui de l'autre personne. Quand on parle, on vous a parlé déjà dans notre capsule de justement du désir, de la place, à investir son désir. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire quand je vois le regard désirant de l'autre? Je peux me dire que j'ai le droit. J'ai le droit d'être cet objet de désir pour mon ou ma partenaire, puis ça peut être correct, ça fait pas de moi une moins bonne personne ou une femme qui deviendrait l'objet sexuel d'autres personnes. Simplement de dire, ben j'ai le droit, au sein de cette relation-là, de devenir pendant un temps cet objet-là et d'en avoir envie d'être cet objet sexuel pour l'autre personne. Oui, tout à fait. Et donc, comme tu dis, je trouve ça super intéressant le point de temporairement. Donc, une femme qui peut avoir un espace pour la sexualité sans être que ça pour son partenaire. Exactement. Donc, on passe à la deuxième phase, celle de l'excitation. On a souvent l'impression que lubrification est reliée à excitation. Et jusqu'à un certain point, ça pourrait être faux. Donc, oui, évidemment, la lubrification est un signe, on va dire, physiologique d'une réponse sexuelle positive de façon générale. Par contre, si on pense à, par exemple, une agression sexuelle avec pénétration, évidemment, la plupart des femmes ne seraient vraiment pas excitées. Donc, c'est vraiment une question de protection du corps. Il va se lubrifier pour se protéger de la douleur. Donc, on pourrait penser aussi aux changements hormonaux. Donc, par exemple, au cours d'un même mois, peut-être que vous l'avez remarqué, mais nous, on va avoir de façon générale des petites fluctuations au niveau de la réponse physiologique. Ou à la ménopause, en fait, c'est peut-être un exemple plus flagrant, où est-ce que certaines femmes vont avoir une grande baisse de lubrification, en tout cas une sécheresse vaginale, et puis ça ne veut absolument pas dire qu'elles n'ont plus du tout d'attrait pour la sexualité ou pour leur partenaire. Donc dans ces cas-là, peut-être simplement ajouter du lubrifiant ou différents, on pourrait dire, touchés qui vont favoriser la lubrification. Autre chose, on pourrait penser aussi aux médicaments, c'est ça, donc à certaines médications qui vont avoir un impact sur la lubrification, ou en tout cas créer plus de sécheresse vaginale. Donc évidemment, en résumé, lubrification et excitation ne sont pas toujours interreliées, mais pourraient être un bon signe d'excitation de façon générale. Il est important de se rappeler que la lubrification parfois peut être présente en petite quantité. Ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite prête à avoir une relation sexuelle. Donc je pense qu'il faut porter attention à la lubrification comme signal, mais aussi se rappeler que psychologiquement, il faut être rendu là, puis c'est pas parce que notre partenaire, lui ou elle, est prête ou prêt que nous, on l'est nécessairement. Donc, par la suite, il y a le plateau. Le plateau, comme on disait, c'est vraiment un peu plus comme la continuité de l'excitation. C'est là où est-ce qu'on va avoir l'excitation la plus élevée juste avant l'orgasme. Et dans ce stade-là, souvent, on va retrouver, en fait, nous, on entend les gens qui vont dire, donc, ah, les hommes aiment telle chose, les femmes aiment telle chose. Donc, d'aller dans les grandes généralités. Donc, on vous encourage tout simplement à faire attention, justement, à ces idées préconçues, de parler avec votre partenaire. Donc, on se répète au niveau de la communication, l'importance de la communication, alors que dans ce moment-là où toutes les sensations sont très, très présentes, où est-ce que
les sensations vont devenir de plus en plus génitales pour permettre l'atteinte de l'orgasme. On peut, en communiquant, on peut vraiment aller dire qu'est-ce qu'on aime moins. Et aussi de se rappeler que c'est pas parce que mon ou ma partenaire a aimé telle chose aujourd'hui que demain ce sera pareil. Donc c'est important justement de prendre le temps de dire c'est pas parce que l'autre fois elle a aimé ça que nécessairement c'est une routine qu'on va prendre et qui va être un gage d'atteindre l'orgasme. Tout à fait. L'orgasme étant l'avant-dernière phase, plutôt, donc celle que je veux parler. L'orgasme, en fait, il y a deux choses. Peut-être la première, de toujours, évidemment, faire attention de ne pas courir vers l'orgasme à tout coup. Ce n'est pas gage d'une réussite sexuelle. Ça, on en a déjà parlé, mais ce que je vais ajouter aujourd'hui, c'est cette idée de, par exemple, feindre l'orgasme. Donc, justement, beaucoup de gens vont considérer que c'est le summum ou en tout cas le but à atteindre et ils peuvent être tellement, en fait, focus sur cette phase-là qu'ils vont arriver à jouer un petit peu la comédie. Puis les hommes peuvent le faire aussi. Je pense aussi qu'on a cette conception que parce qu'il y a éjaculation, il y a orgasme, mais en fait, non, pas tout à fait. Il peut y avoir des orgasmes qu'on appelle sans plaisir, anédoniques, qui serait en fait une réponse physiologique et qui impliquerait moins la diffusion d'un plaisir global. Ou encore l'inverse, des hommes qui vont avoir beaucoup de plaisir et qui n'auront pas nécessairement d'éjaculation. Tout à fait. En résumé, c'est simplement de ne pas jouer la comédie ou de se forcer à avoir une réponse au niveau verbal ou physique qui pourrait imiter l'orgasme, parce que dans le fond, ça nuit. Peut-être dans un one night, ça paraît moins, mais je veux dire, si on fait ça avec notre partenaire, avec qui on est en couple, évidemment, on se nuit parce qu'après, il ou elle pense que telle chose nous donne du plaisir et va peut-être tenter de répéter. Donc on se retrouve un peu dans une spirale qui n'est pas tout à fait bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Exactement. Et la dernière phase, c'est la résolution, donc le moment où le corps reprend, tous les organes reprennent leur place, le corps se détend, tout ça. Donc ça vient avec un relâchement important à la suite de l'orgasme. Et c'est une phase dans laquelle, des fois, peut-être que certaines vont se reconnaître. Je dis certaines parce que je l'ai souvent plus entendu chez les femmes, là, mais probablement que chez les hommes, c'est similaire. Cet aspect où, des fois, il y en a qui vont dire « Après l'orgasme, je me suis mis à pleurer. » Puis là, je comprenais pas pourquoi je pleurais parce que pourtant, la relation avait bien été, ça avait été agréable, j'étais contente. Et là, moi, je pleurais puis je comprenais pas. Donc ça peut s'expliquer de différentes façons. Donc, dont le fait que, compte tenu qu'il y a un relâchement important de la tension, des fois, ça laisse place aussi. Le corps va réagir face à ça. Donc, une réponse un peu physiologique. Donc, le corps va se mettre à libérer un peu des tensions ou des émotions qui peuvent être présentes, qui ne sont pas toujours en lien avec la relation qu'on vient de vivre. Ça peut être parce que je suis dans une phase, une période en ce moment où est-ce que je suis plus sensible, que c'est passé des choses, des stress, et le relâchement de la tension laisse place à mon corps pour libérer autre chose, et ça sort en pleurs, par exemple. Des fois, il y en a qui vont être un peu déprimés. Des fois, dans certains articles, on va parler plus d'un blues post-coïtal, justement, d'avoir un petit moment plus déprimé. Mais, donc, sachez que vous n'êtes pas seul si ça vous arrive. Ça peut être aussi dû, évidemment, si la relation sexuelle s'est moins bien passée, j'étais moins bien, j'ai pas apprécié, j'ai l'impression d'avoir dépassé mes limites. Donc tout ça en lien avec la relation sexuelle peut entraîner le fait que par la suite, ça m'amène à être triste et à pleurer. Mais dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Non, c'est ça, ce sera pas... ça, là, ça va être vraiment plus lié à la relation. Mais ça peut être parfois dû à, justement, tout simplement que moi, je suis à ce moment-là prise avec plusieurs émotions, que dans le moment, ça allait, mais que le relâchement des tensions a libéré ces émotions-là. Je compare ça un peu, des fois, ça arrive quand les gens vont se faire masser. Donc, ils vont avoir l'impression que le massage vient tellement libérer de tensions qu'ils se mettent à pleurer sans comprendre pourquoi, comme si là, ça a laissé place au corps de se libérer des tensions émotionnelles. Oui, tout à fait. Donc, on espère que vous avez apprécié notre capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à deuxsexologues@gmail.com et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Merci. Il est important de se rappeler que Valérie et Virginie vous aiment beaucoup.